Alors oui, beaucoup d'actu concernant Uber, Glovo, Uber Eats, Just Eat, pour ne citer que cela, mais globalement sur toutes ces plateformes qui travaillent aujourd'hui dans le domaine du VTC d'un côté, et puis de la livraison à domicile de, de ah, d'alimentation. Donc effectivement, je vais démarrer avec l'Espagne, qui est le premier pays d'Europe à imposer une loi à ces géants du web, on ne peut pas dire autrement, à ces plateformes, donc qui vont désormais devoir salarier leurs coursiers à vélo et à moto. Donc c'est une grosse nouveauté, c'est retentissant pour l'ensemble de ces plateformes. Donc, qu'est-ce que cette loi, elle nous dit? Elle nous dit que les plateformes donc, vont devoir demain salarier leurs coursiers. Elle nous dit aussi que ces plateformes vont pouvoir sous-traiter à des entreprises de transport qui emploieraient des salariés. C'est déjà ce qu'avait mis en place Just Eat ces derniers mois pour anticiper un petit peu ce qui était en train d'arriver, parce que ça fait des mois que le dialogue est ouvert avec les principaux acteurs sociaux du pays. Mais la loi, elle précise quand même que les plateformes ne pourront pas gérer de façon directe les employés de leurs sous-traitants. Donc cette loi, pour l'instant, elle ne porte que sur les plateformes de livraison de repas. Je dis bien pour l'instant, puisqu'il y a d'autres événements qui laissent à penser que c'est tout le monde de ces plateformes uberisées qui est vraiment en pleine mutation en Europe. Le deuxième point très important de cette loi Riders, c'est qu'elle va imposer à l'ensemble, cette fois, des plateformes, toute activité confondue, une transparence dans leurs algorithmes, pour éviter ce qu'on appelle la punition algorithmique, c'est-à-dire que les gens se retrouvent obligés au final d'accepter, y compris des courses ou des missions qu'ils n'ont pas forcément acceptées, juste pour maintenir en fait leur profil correctement positionné dans l'application. Donc ça, c'est quelque chose que l'Espagne souhaite combattre de façon plus générale sur l'ensemble des algorithmes. Alors ce type d'algo, on les trouve effectivement sur Uber, Glovo et compagnie, mais on les trouve aussi sur tout ce qui est plateforme de freelancing, les codeurs, enfin Malte, toutes ces plateformes-là, finalement, font appel à des algorithmes qui sont plus ou moins obscurs et qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément dans le sens de l'utilisateur, en tout cas du travailleur. Donc voilà, donc à partir de maintenant, les travailleurs, enfin les coursiers Uber Eats, Deliveroo et compagnie seront salariés en Espagne. Deuxième actualité en Angleterre cette fois, donc c'est avant que tu enchaînes sur l'Angleterre, et si on va un petit peu en mode débat, je comprends bien l'importance de protéger ces livreurs, etc. Mais quels impacts ça peut avoir sur le business model au sens plus large et sur les prix pour les consommateurs, etc. Est-ce que les analyses que tu as pu voir parlaient de ça aussi ou? Alors, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'on nous dit effectivement que le fait de salarier induirait une augmentation des prix de ce type de service. C'est quelque chose qui, n'est absolument pas vérifié. Il n'y a pas de chiffres établis qui disent que aujourd'hui, de faire appel à un autonomo, comme ça s'appelle ici en Espagne, c'est l'équivalent de votre auto-entrepreneur, peu ou prou, coûterait réellement moins cher que de faire appel à un salarié. On est plus sur des modèles qui ont choisi de faire appel à des prestats externes parce que ça leur permet d'abord d'être mieux valorisés. On sait aujourd'hui que les investisseurs, notamment, préfèrent les modèles où on a un minimum de masse salariale, donc leur permettent finalement de gagner plus d'argent. Donc c'est vraiment ça qui est combattu derrière ça, en tout cas ici en Espagne, c'est ne plus avoir des entreprises qui capitalisent sur la pauvreté, parce que c'est ça la réalité derrière ces schémas-là. Donc voilà, il n'y a pas de chiffre précis. C'est un argument qui a été avancé. Maintenant, pour le coup, dans le cadre de ma de cette deuxième news qui nous vient d'Angleterre, on voit bien qu'ils sont capables de trouver des solutions.
puisque justement, donc en Angleterre, Uber a été contraint à salarier ses 70 000 chauffeurs. Donc, on a une première décision de la Cour de cassation le 19 février qui estime, première en Europe, là aussi, que les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des travailleurs salariés. Donc ça a ouvert là aussi un dialogue entre Uber et puis les différents syndicats, et ça a abouti très concrètement au changement de modèle d'Uber en Angleterre, où l'ensemble des 70 000 chauffeurs du pays sont à présent salariés de l'entreprise. Alors Uber a aussi son histoire avec l'Espagne. Uber a essayé de s'installer plusieurs fois en Espagne, puis a été mis dehors, il n'y a pas d'autre mot, ça a vraiment fait l'objet de graves affrontements et confrontations avec les taxis notamment. Donc ils étaient partis au mois de février 2020 de façon définitive, c'est ce que tout le monde pensait de Barcelone, et là ils sont de retour donc, à Barcelone depuis le mois de mars, et on a de nouveau donc les taxis dans la rue et c'est pas des grèves, mais des manifestations, pardon, je cherche mes mots ce matin. Je sortirai plus facilement en espagnol, comme j'ai lu toutes les news en espagnol. J'ai un peu du mal à les retranscrire. Donc oui, on a des centaines de taxis qui sont dans les rues de Barcelone pour manifester contre le retour d'Uber en Espagne. Il faut savoir qu'Uber à Madrid, notamment, est le seul. Il n'y a qu'à Madrid que ça fonctionne en mode Uber. Uber à Valence, typiquement, on est déjà sur un modèle avec des salariés de sociétés qui sont sous-traitantes d'Uber. Donc c'est pas d'hier. L'Espagne est vraiment précurseur dans ces questions, aussi parce que être autonome en Espagne, c'est vraiment une situation très très précaire, et que ces entreprises ont vraiment capitalisé sur des populations qui sont vraiment des populations fragiles, et ça c'est quelque chose qui est flagrant ici, et quand on en parle avec les Espagnols, ils ont un avis très très tranché sur la question. On a aussi donc à Bruxelles, ça a bougé aussi côté location de voitures avec chauffeur, et où on a une réforme qui est en cours, qui a été demandée par le ministre du gouvernement bruxellois, et qui devrait arriver avant l'été. Donc on voit bien qu'on a quelque chose qui bouge très très vite, et qui du coup intéresse toute l'Europe, puisque l'Europe y compris donc s'implique dans ce débat et dans ces divers conflits, et a lancé le 24 février une consultation des organisations syndicales et patronales dans le but d'améliorer le sort des travailleurs des grandes plateformes. L'Europe est en train de prendre en main le sujet, et va très certainement dans les mois qui viennent redonner en fait une forme différente à ce modèle qui sous-tend ces plateformes Internet. Alors l'uberisation, comme on l'appelle, qui est issue donc de cette marque, Uber, de cette entreprise qui emploie des VTC, puis qui a développé Uber Eats aussi avec les coursiers, c'est vraiment aujourd'hui un modèle économique à part entière, et on est en droit aujourd'hui de se poser la question de l'avenir du modèle. Après, je pense. Et puis on a un peu l'impression que tout le monde veut se lancer dans son mini Uber. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets, et ils basent tout sur ça, sur cette ubérisation. Et donc, oui, il va y avoir des changements, et il va falloir prendre en compte ces changements de société. Après, il y a des choses très très positives dans l'uberisation des systèmes. Nous, dans le digital, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. On a un certain nombre de plateformes. La visée collaborative, ça favorise l'innovation. Il y a beaucoup de vertus à l'uberisation. Ce qui est remis en cause là globalement par les États quand même n'est pas le système en lui-même, c'est la façon dont il est utilisé, et le fait que finalement le seul qui ne bénéficie pas du système, c'est le travailleur, puisque ces plateformes elles imposent des niveaux de prix très bas, puisque le tarif est imposé, les horaires sont imposés, il y a énormément de contraintes pour le travailleur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de salariat déguisé, c'est parce que la contrainte est très forte. C'est pas on propose aux gens de travailler, si on leur impose un modèle, des prix, des horaires, tout un tas de choses. Donc ce qui est dénoncé, c'est vraiment ça. C'est pas l'uberisation telle
la connaître sur un... Oui, j'imagine Morgane que c'est un sujet que tu connais bien. Imaginons que nous connaîtrions une personne qui gérerait une entreprise de rédacteurs et qui utiliserait des rédacteurs externalisés. En effet, on rentre pas forcément sous le coup de l'ubérisation avec ces mauvaises caractéristiques telles qu'on l'entend, quoi. Mais non, et on ne peut pas rentrer dans ce schéma-là, mais c'est le cas aussi des plateformes type 5 euros et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun des rédacteurs avec qui je travaille au sein de ma plateforme qui ne demande à être salarié. Et elle est là toute la différence. C'est que la demande des VTC, la demande des chauffeurs-livreurs, elle est de devenir salarié. Les Britanniques, dans le dialogue, ce qui a été ouvert, ça a été vraiment ça. La réponse, elle a été unanime. On souhaite être salarié. Aujourd'hui, demander à un freelance, graphiste, rédacteur ou autre, s'il préfère être salarié que de travailler sur les plateformes telles qu'il le fait, pour avoir posé la question en direct à un certain nombre, je vous garantis qu'eux n'ont pas du tout envie d'être salariés. Ils tiennent à leur modèle et du coup, là, ça se justifie quelque part. Le modèle, il peut continuer d'exister, mais parce que l'humain, il est accepté et entendu dans le modèle. C'est-à-dire que c'est pas le modèle qui s'impose à l'humain, c'est l'humain. Le modèle vient donner une facilité à l'humain. Et c'est en ça que l'uberisation a été très intéressante. Après, aujourd'hui, Uber, c'est plus de 70 millions de dollars de capitalisation. Deliveroo, qui entre en bourse, vise plus de 10 milliards d'euros de capitalisation, avec des modèles dont on sait depuis le début qu'ils sont à la limite de la légalité. C'est pas une grande nouvelle, il n'y a pas de changement majeur. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les États, les pays ont décidé qu'on n'était plus à la limite de l'illégalité et les mettre très clairement dans l'illégalité. Donc voilà. Moi, j'y vois positif en tout cas.